le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talking Esprit Paillade. On est là pour le 9e épisode de la saison. Nous sommes toujours là malgré le confinement pour continuer à débattre autour de notre club de cœur comme chaque veille de match. Au programme aujourd'hui, l'actu de la semaine avec le retour des suspensions pour Hilton et Le Talek. On va y revenir dessus. Montpellier qui continue à jouer malgré le confinement, on va également parler. Mais on va surtout revenir sur le dernier match du MHSC, cette fessée face à Reims 4-0 à la Mosson. On va détailler les faits de ce match et expliquer, enfin tenter de trouver des raisons à cette débâcle Montpellier-Rennes. Et puis ensuite, on viendra sur ce qui nous intéresse, le match de demain entre Montpellier et Saint-Étienne. Montpellier qui se déplace donc demain à 13h au stade Geoffroy Guichard. On donnera les clés de ce match, un peu parler de notre adversaire, la SSE. Et enfin, faire les pronostics en fin d'émission. Nos deux chroniqueurs qui sont là aujourd'hui, Julien est avec nous. Julien, bonsoir. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Julien? Ça va très bien et toi? Ça va nickel aussi. Lucas, comment ça va? Et bonsoir à tous, et ça va très bien. Eh bien, parfait. Bon, on est parti pour 45 minutes d'émission. On espère que vous aussi, vous allez bien sur le chat YouTube et que vous réagirez avec nous. Vous le savez, on est en confinement, ça n'a échappé à personne, mais le football continue malgré les annonces du président de la République mercredi. Le championnat de France de Ligue 1 continuera de se dérouler normalement. Arrêté en mars dernier lors du premier confinement, le choix a été fait cette fois-ci de continuer à jouer. Donc le championnat va se dérouler. On aura des matchs à huis clos chaque week-end. Messieurs, est-ce que ça vous paraît être une bonne chose de continuer le championnat malgré le confinement? Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi on l'aurait arrêté? L'épidémie ne s'est pas arrêtée non plus. Qu'on soit en confinement ou pas, dans tous les cas, c'est la même chose, hein. Ça n'empêche pas les joueurs de jouer au foot du moment qu'ils sont testés. Bon, après, les tests, on en a déjà parlé, on sait ce qu'on en pense, mais ça n'empêche pas de jouer les matchs. Dans tous les cas, si les joueurs sont testés, dans tous les cas, eux, c'est leur métier, donc on sait que ceux qui travaillent, ils ont le droit encore de sortir. Alors, je vois pas pourquoi les footballeurs seraient pénalisés et les sportifs en général. Julien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y aura des matchs à huis clos, ce sera peut-être moins agréable comme on l'a vu cette saison. Cette fois-ci, il y aura plus de 5000 spectateurs, ça sera à huis clos pour tout le monde. C'est ça, donc déjà ça met pour moi tout le monde sur le même pied d'égalité parce qu'on n'en était pas revenu, mais pour moi c'est quand même pas très égal de dire à des équipes vous jouez sans public et d'autres avec. Donc ça là-dessus pour moi c'est un moindre mal. Et comme a conclu Lucas, l'année dernière on a fait l'erreur d'arrêter le championnat parce que je dirais erreur quand on voit que tout le monde a repris sauf nous. On retient nos erreurs et là de ne pas arrêter, si tout le monde continue à travailler, pourquoi pas les footballeurs? Je suis d'accord avec ça, donc c'est un moindre mal. C'est un moindre mal aussi pour le confinement parce que pour tous les fans de football, ça a été très très dur l'an dernier et bah forcément que même si ce ne sera pas un soutien qui s'entend dans les stades, les joueurs sauront que derrière leur écran, les gens regarderont et ça sera une manière différente, mais ils sauront qu'ils ne peuvent pas décevoir, je pense. Eh ben, très bien, bon, on va pas s'étaler dessus non plus. On va passer à autre chose. N'hésitez pas à donner votre avis sur le chat YouTube. On va passer aux sanctions reçues par Hilton et Le Talek, donc tout expulsés lors de la dernière rencontre face à Reims. Vitorino et Hilton et Damien Le Talek ont appris leurs sanctions dans la semaine. Notre capitaine a écopé de 2 matchs de suspension. On y reviendra sur les 2 matchs, tandis que Le Talek, lui, sera suspendu pendant 4 rencontres. Lucas, je te pose la question, est-ce que c'est des sanctions qui te paraissent justes ou sévères? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Hilton, on en a parlé en aparté, bien sûr que c'est injuste. La faute y est, il y a pas de souci. Et encore, ça peut se discuter. Bon, le penalty, on va pas le discuter. Le rouge, bien sûr que c'est du n'importe quoi. À ce moment-là, dès que tu touches l'adversaire, il y a penalty, t'as carton rouge, 2 matchs pour ça, c'est extrêmement sévère. Après, peut-être qu'il a pas à faire le geste qu'il fait, mais c'est très sévère. Et concernant le Talek, j'ai envie de dire bien fait. C'est un saut d'humeur, c'est de l'anti-jeu, c'est pas fair play. On a tous l'image en tête. Donc c'est mérité, ça le retiendra de leçon. Et comme Julien lui disait, qu'il aille faire un tour en Russie.
Alors, avant de donner la parole à Julien, Lucas, je pensais que tu l'avais, Saint-Lola. Hilton, il écope de 2 matchs. Alors, c'est un match plus le sursis Oui, qu'il avait eu oui, dû au je sais. carton Ouais, j'ai rouge oublié de le contre préciser. Lyon. Oui, Donc voilà, c'est ça qui explique les 2 matchs. Sinon, il aurait eu évidemment qu'un oui, seul match de mais dans suspension. tous les cas, je réagis au fait qu'il ait pris un carton rouge alors que c'est pas du tout mérité. Ouais, bon, après, la Ouais, sanction, elle ouais. est là comme elle est. Julien. Bah, je rejoins Lucas. Moi, j'ai envie de dire, je pense que ça va être le coup d'arrêt pour le Talek. Je pense que le Talek ne va pas revenir. Je pense que 4 matchs, ça fait beaucoup. Qu'entre-temps, il se passera des choses. Ça m'étonnerait pas qu'on ne le voit pas avant longtemps, déjà, un mois minimum. Et j'ai envie de dire, excuse-moi, Julien, 4 semaines, on sera presque à la trêve hivernale. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Donc, je me dis que j'exclus pas le fait que ça soit le dernier match de Le Talek. Pour Hilton, je suis. Bon, merci Dorian de m'avoir appris cette histoire du match de suspension parce que c'est vrai que ça paraît moins sévère à mon goût. Parce que je pensais que c'était l'application ferme du règlement de match pour carton rouge direct. Donc, ils ont quand même mis un match. Ça veut dire qu'ils ont considéré que la faute n'était pas très, très grave. Bah, parce que carton rouge direct, si je dis pas de bêtises, c'est 2 matchs fermes. Donc bon. Alors, plus maintenant. Plus maintenant. Avant, ouais, après, C'est maintenant, ils sont un peu plus doux si jamais ils se sont rendus compte que le rouge était sévère. Ouais, bah, j'ai envie de dire, ça reste quand même du très spécial. Quand je vois qu'il y a eu carton rouge entre Lyon et Monaco, j'ai oublié le nom, il a un nom qui commence en G, là, le défenseur, le latéral gauche de Lyon. Il a mis un pied dans les côtes du Monégasque, il a pris rouge direct. Et bah, lui, il a pris un match de suspension, hein, si je ne dis pas de bêtises. alors là, Guimarães? Ouais, je ouais, ouais, ouais. ouais, je n'ai pas le fait en question. Bon, toujours est-il que pour Hilton, c'est comme ça. Voilà, il a pris un carton rouge contre Lyon. Il récidive, c'est quoi? C'est 4 matchs plus tard. Donc, le sursis est sur une Ouais. durée de 10 matchs. Donc, ça explique Ouais. ces 2 matchs de suspension. Concernant le Talek, oui, t'en parlais, Lucas. On est déjà à la 9e journée, donc il reviendra la journée 14. La trêve hivernale intervient à la fin de la journée 17, donc on sera pas loin effectivement de la Oui, trêve on sera pas hivernale loin. pour Damien Otalek. Bon, on va pas pareil s'étaler là-dessus. Toujours est-il que ça nous fait 2 absents pour le match de demain, auquel se rajoute Arnaud Souquet, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. TJ Savanier, qui va purger son 2e et dernier match de suspension demain. Et Omlin et Ristic qui sont eux blessés. Ristic qui s'est blessé avec la sélection. Omlin sorti à la mi-temps lors du dernier match face à Reims. Messieurs, ça va être des absences préjudiciables pour le MHSC. Lucas, je te pose la question. Enfin, il n'y a même pas de question au final derrière tout ça. Il y a quand même une petite question, mais on sait que Savanier, depuis qu'on l'a plus, c'est plus pareil. Même si son dernier match contre Nîmes, ça avait été plus compliqué. Après, Omelin, c'est une grosse perte, mais on va dire qu'en ce moment, il est pas très rassurant non plus dans les buts. Il prend beaucoup de buts. Bon, ça cause la défense, mais Déçu par Omlin? peut-être un peu en ce moment parce qu'il y a des arrêts qu'il pourrait faire qu'il ne fait pas. On prend des buts. Après, là où j'en viens, c'est que derrière, on a Berthaud et que c'est encore moins rassurant. Après le Talek, non, c'est pas une perte, on en a parlé. Ristic, derrière, on a Oyongo. Après, devant, on a quand même la barre de l'or, on a Mavididi. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis, mais c'est surtout le gardien et Savanier que c'est un peu embêtant. Julien? Eh ben, ce qu'a dit Lucas n'est pas faux, hein, c'est même totalement vrai pour moi. Là où je viens compléter et réagir sur ce que tu as dit, Omlin, pour moi, il a toujours été avec moi, enfin, j'ai toujours été avec lui plutôt. Ça a toujours été le gardien que je défendais. Simplement contre Reims, j'ai pas compris, hein. Sur le deuxième but, quand je crois que c'est premier ou deuxième but, le gars pousse la balle de la tête, il le regarde, C'est genre le il deuxième. n'intervient pas. Ouais, c'est le deuxième. J'ai pas compris. En fait, je me demande qu'est-ce qu'il espérait faire. Et donc, du coup, pour défendre Berthaud, alors que d'habitude, je lui crache beaucoup dessus, j'ai tellement été habitué à un niveau tellement nul de Berthaud que quand il est rentré contre Reims, je crois qu'il a fait 1 ou 2 arrêts, il m'a surpris. Et je me suis dit, bon, en termes de mérite, peut-être, ça va le relancer de jouer. Là où je m'inquiète vraiment, c'est sur Ristich, parce que vraiment, le 5-3-2 sans des pistons rapides, on en parlera, je crois, dans la rubrique après, Oui.
Voilà, donc je donnerai mes arguments après. Souquet, ben, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on va faire tourner, peut-être Sent on bien. trouvera une solution. Ouais, c'est voilà, les mots en S qui fâchent, hein. Mais bon. Après, Euh, ça peut être un mal pour un bien après de faire tourner. Quand on voit le match de Reims, On on va y se venir, dit messieurs. pourquoi on va mettre les remplaçants, hein. Oui, oui. On va y venir. Bon, en tout cas, Julien, je pense que tu as non, terminé non, sur les voilà, absences. Ok, bon, c'est ben, ça. très bien. Ben, on va pouvoir passer du coup sur notre deuxième partie. Justement, ce match fâcheux contre Reims, défaite 4-0. Alors, on va détailler les buteurs si c'est utile. But à la 8e minute de Dia sur penalty, qui double la mise 5 minutes plus tard à la 13e minute. Un bon coup, superbe retourné à la 32e. Et puis Dia pour le triplé. Il s'offre un deuxième but sur penalty à la 56e. Voilà, défaite 4-0, rien à redire. Messieurs, la question habituelle, que retenir de ce match? On passe aux notes? Allez. Allez. Alors, les notes d'Esprit Payade, donc on les a faites après ce match. On aurait pu mettre 0 à tout le monde. On a quand même noté sérieusement Omlin 2, Souquet 3, Congrès 3, Hilton non noté. On n'a pas voulu lui mettre 0, mais voilà, non noté pour 8 minutes de jeu, c'était pas la peine. Koza 2, Oyongo 1,5, Le Talek non noté, pareil, sorti avant la mi-temps. Chotard 3, Mollet 2, Laborde 5 et Delors 4. Un top et un flop, messieurs. Lucas? Alors, des tops, il n'y en aura pas. Tu peux pas en mettre, hein. Après, je mettrai 2 flops. Je mettrai Hilton parce qu'il cause quand même le penalty, bien que le rouge soit sévère, ce qui change le match. Et dans la continuité, un deuxième flop, ce serait l'arbitre parce que c'est lui qui nous tue le match en mettant le carton rouge. Julien, Ah d'accord? ben, je vais reprendre par le deuxième flop, pareil. Moi, Delajode, monsieur Delajode, je le mets en premier flop. C'est le fléau du football actuel, ça, les choses comme ça. Ça tue le sport, ça tue la passion. Il y a plein de supporters qui, franchement, au final, ils peuvent retenir qu'un score, alors que le foot, c'est pas un score. Si on regarde le match et on ne l'a pas dit parce qu'on ne peut rien retenir de ce match, c'est grâce ou à cause de monsieur l'arbitre qu'on ne peut rien retenir. Un match comme ça, il a été flingué dès le début, à la 6e minute. Et moi, je ne vais pas mettre Hilton parce que Hilton, il ne peut pas savoir qu'avec une petite main comme ça, l'autre va tomber, va y avoir péno et rouge. C'est trop fort de café. Il ne pouvait pas s'en douter. Donc, même si j'entends ce que dit Lucas, moi, je dirais comme flop. Peut-être Derzak. Derzak parce que j'attends beaucoup de Derzak et qu'il s'est pris lui-même à son propre jeu. On va y venir Alors, aussi, messieurs. Ouais. Mais oui, et ça marche aussi. voilà. Et bah, j'ai envie de dire, on pourrait prendre n'importe quel joueur. Donc Delors peut-être parce qu'il a reconnu lui-même il n'y a pas longtemps devant la presse que ben voilà, qu'il reconnaissait ses torts et que tout le monde et que on attend un peu plus de lui. Mais j'ai envie de dire, je prends Delors parce il faut prendre quelqu'un quoi. Voilà. Bon, mais très bien. Mais dites-nous aussi sur le chat YouTube vos tops et vos flops pour ce match. Après cette séquence sponsorisée par Winamax, on va quand même essayer de trouver des explications sur cette fessée. Après le match, on a tous tenté de justifier cette piètre prestation montpelliéraine entre le Montpellier, donc très vite réduit à 10, comme l'a expliqué Julien et Lucas, et la pauvreté dans le jeu, due probablement à la faute de Der Zakarian. Julien a essayé de le détailler. Difficile de se faire donc une idée claire pour expliquer cette déroute. Pour vous, messieurs, quel était le vrai problème de ce match? Lucas, je te donne la parole. Alors, je vais commencer par cette option, mais c'est pas le vrai problème, hein. Mais c'est une des raisons, déjà, c'est qu'on joue sans public. On sait très bien que Montpellier a du mal et ça se confirme. Après Nîmes, maintenant Reims. Mais je vais encore le souligner tout au long de l'émission. Le vrai problème, c'est le carton rouge en début de match. Comment tu veux réussir ton match quand d'entrée, tu te prends un rouge sévère? Après, tu joues à 10. Déjà que tu avais mal commencé le match, c'est vrai, on commence mal le match quand même, hein. Mais on se prend un rouge d'entrée. Comment tu veux arriver à faire un bon match, à tenir un score, à ramener des points quand tu commences un match à 10?
face à une équipe aussi qui avait la hargne, qui avait envie. Et direct, eux, ils rentrent dans de meilleures dispositions. Et le mental, après, le côté psychologique, ça tourne. Et forcément, Montpellier est perdu sur ce match. Après, on peut critiquer aussi les choix de Derzac, mais sur ce match-là, je ne vois pas en quoi Derzac serait fautif. Julien. Ben, c'est dans la continuité, mais je suis d'accord. Derzac, pour moi, vraiment, et c'est pas un coup de gueule, mais vraiment, pour moi, Derzac, c'est la nouvelle essence de Montpellier. Derzac, genre, j'entends un peu des critiques, des gens qui disent Derzac dehors, tout ça. Pour moi, ça me déplaît d'écouter ça parce que Derzac, c'est vraiment celui qui a donné la nouvelle essence de Montpellier, qui est le 5-3-2, le 3-5-2, et c'est pour moi quelque chose qu'il ne faut pas changer. Ce qu'il faut changer, c'est l'adapter. Et forcément, quand on me demande ce qui va pas, c'est qu'on est trop mou. On a un 5-3-2 qui est beaucoup trop lent. On est 5 derrière, on se fait quand même prendre de vitesse dans le dos. On a des pistons. Les pistons dans un 5-3-2, ils doivent être rapides. S'ils se font prendre de vitesse, c'est toute la défense qui se fait contourner. Donc, forcément, comme le dit Lucas, quand tu es à 10, c'est encore plus dur. Mais c'est un tout, en fait. Et c'est le fait peut-être de ne pas avoir su réagir de la part de Derzac. C'est le seul truc qu'on aurait pu lui dire. Mais quand bien même, le public, c'est un ingrédient supplémentaire. Montpellier à domicile, si je ne dis pas de bêtises, on a toujours du mal à commencer nos matchs. On fait toujours une mauvaise début de première mi-temps et on revient toujours très fort en deuxième mi-temps. C'est comme ça que je connais Montpellier, moi. Parce qu'il leur faut beaucoup de coups sur les doigts pour se dire, bon, on y repart. Là, il se trouve que, bon, voilà, tu n'as pas de chance. La retournée, elle est très belle. Mais si on regarde bien sur le tir d'avant, il ne fait pas exprès de la mettre sur son pote. Je crois qu'il veut tirer, ça rebondit sur un joueur. Et ensuite, il y a la retournée. Le premier but, pareil. C'est bon, des fois, le karma n'est pas avec nous. Et il ne faut pas oublier que pour moi, ça reste très, 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 très sévère, un 4-0. Mais trop compliqué à analyser. Voilà. Je rebondis quand même sur ce qu'a dit notamment Lucas. Bon, il y a certainement ce fait du carton rouge très vite, Montpellier très vite réduit à 10 qui a changé beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance peut-être un peu à se cacher trop derrière ce fait de jeu-là? Donc oui, Montpellier a été réduit à 10 très tôt dans le match. Montpellier a également été réduit à 10 très tôt dans le match face à Monaco, mais a pourtant tenu. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un problème plus profond que ça, notamment peut-être un souci mental, Lucas? Qu'est-ce que tu en penses? Mais si, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que c'est l'énervement de se prendre un rouge. Mais dans tous les cas, on aurait pu et on se devait de réagir, surtout que ça faisait déjà 3 matchs qu'on n'avait pas gagné. Là, tu joues Reims, même à 10, c'est vrai que tu dois réagir. Mais après, c'est un fait de jeu qui te plombe aussi. Et sans le public, réagir à 10 après ce fait de jeu injuste, c'est sûr que c'est compliqué, mais il va falloir trouver les solutions que Derzac trouve les solutions qui, comme tu l'as dit, qui sont plus profondes. Ça se joue aussi au mental parce que j'ai l'impression que les matchs là, on les débute comme on les débutait à l'extérieur. À domicile, c'est vrai, quand même, on faisait bon. On a toujours eu de bonnes prestations, beaucoup de victoires à domicile, mais on commençait bien les matchs. Ce qui nous a coûté des points à l'extérieur, où on commençait mal les matchs, on laissait le jeu à l'adversaire. Et là, j'ai l'impression que sans public, à domicile, on est pareil qu'à l'extérieur. Julien. La phrase qu'il a dit à la fin, je suis totalement d'accord avec Lucas. J'ai longtemps prêché l'avantage du public à la Mosson, de crier dans le stade, l'importance des supporters, et ça ne vient que conforter mes persuasions. Après, moi, je ne vais pas aller dans la direction de Lucas sur le sens que pour moi, le carton rouge, on ne peut pas se cacher derrière. Enfin, c'est pas qu'on se cache derrière, c'est que Montpellier est arrivé avec les résolutions les résolutions de Monaco, pardon. Ils se sont remis en question. Ils se sont sûrement dit bon, il va falloir un peu de sérieux. Là, le carton rouge, la différence, c'est que c'est pas pour Savanier, c'est pour le défenseur central. Et si je peux parler en termes d'icône, euh, euh, chaque club a son joueur qui apporte la confiance à l'équipe, qui n'est pas spécialement fort techniquement, mais qui va faire pareil. Je prends l'exemple avec mon équipe en Italie, la Fiorentina. Franck Ribéry, il a ce rôle-là, c'est-à-dire que il a un âge maintenant où il est plus physiologiquement en aptitude de faire ça, de faire la différence. Mais il apporte la confiance aux joueurs et font que chaque joueur prend des initiatives en étant sûr d'eux. Hilton, c'est le rôle qu'il a maintenant, c'est de 1, cadrer sa défense, 2, maintenir la ligne et avancer, reculer, et 3, que tout le monde soit concentré parce que Papy Hilton, on sait qu'il est derrière et que si tu n'écoutes pas, il va pousser une gueulante. Et je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne pourra jamais quantifier ni qualifier, puisque avec le carton rouge, il est sorti, quoi.
Mais C'est ça bon, qui a bah, fragilisé l'équipe, donc. c'est ça. Et je pense que mentalement, on était déjà fragile. Forcément, on a pris beaucoup de cartons rouges. On reste sur des résultats, le derby face à Nîmes, tout ça. Donc, on était sur une base pas stable et ça a été l'effet de Damoclès. Je lisais des articles. Est-ce que l'équipe a lâché Derzac? Je pense que voilà, tout a été compliqué. Derzac, c'est quelqu'un qui a énormément d'exigences. Peut-être que mentalement, l'équipe s'est dit, allez hop, comme quand on se fait engueuler, vas-y, j'en ai marre. Là. Genre, il ne pouvait plus rien faire parce que d'un côté, le coach a beaucoup d'exigences. De l'autre, les arbitres sont particulièrement pointus avec Montpellier. On se demande même si c'est pas, je sais pas, si c'est même pas une victime, mais souffre-douleur. Des fois, moi, je me demande, devant mon écran, je me dis, mais pourquoi il n'y a que quand je regarde un match de Montpellier que je suis autant en réflexion par rapport aux arbitres? Tout le temps, c'est. Bon, et bref, on pourrait débattre et débattre. Je pense que Lucas a dit l'essentiel. Moi, je viens compléter et je pense que toi aussi, on a fait le tour de la question. Ouais, juste un dernier mot là-dessus. Enfin, il y a certes ce carton rouge qui arrive à la 8e minute. Il y a quand même les 8 premières minutes, elles sont mal négociées. À 11 contre 11, le peu qu'on a vu à 11 contre 11, Reims a eu quand même les premières occasions. On a vu que Montpellier n'était tout simplement pas dans le match. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un dernier mot là-dessus, mais ça illustre Voilà. aussi le fait que l'équipe n'était pas suffisamment prête Pour moi, là, mentalement pour cette rencontre. Pour moi, là, c'est comme a dit Lucas, c'est exactement le reflet de l'extérieur. On a Mm. commencé comme à l'extérieur, vu qu'il n'y a personne. C'est l'équipe qui doit le plus prouver parce qu'elle est à l'extérieur qui attaque en premier. Et Reims s'est jeté à l'abordage et forcément, c'est pour ça que dans le début de match, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est plus Reims qui a commencé à attaquer. Après, est-ce que ça serait le bout? Bon, eh ben, Reims, oui, qui restait sur quand même les 7 premiers matchs sans aucune victoire, 2 points pris en 7 journées, qui là a pu se relancer face à Montpellier. On va parler d'une équipe aussi qui est en difficulté, c'est notre adversaire de demain, l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, on va en parler, qui a gagné ses 3 premiers matchs en Ligue 1 depuis 5 matchs sans victoire, 4 défaites d'affilée. Une équipe en grande difficulté et ça s'est vu le week-end dernier face à Metz. Défaite 2-0 sur la pelouse de Saint-Symphorien, but à la 5e minute de Boulaya sur un coup franc. Moi qui ai revu le match, du coup, c'est Bouanga qui s'écarte totalement du mur et qui laisse un trou entre 2 joueurs dans le mur et c'est ce qui fait que le ballon termine au fond et puis but contre son camp de Sissoko à la 78e minute sur un centre messin qui a rebondi sur 3 défenseurs stéphanois. Saint-Etienne en difficulté, messieurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu le match ou qui veulent réagir sur la forme du moment de Saint-Etienne? Julien, Lucas? Non, j'ai pas vu le match. Après, c'est un match qui est dans la lignée de ce que fait Saint-Etienne depuis quelques matchs, après un très bon début de saison, mais des départs conséquents avec Fofana, Boudebouz qui est en partance, il y a Kolo Djezak, il y en a un autre dont j'ai plus le nom, mais enfin, bref, il y a Pirin qui a pris sa carrière, sa retraite, pardon. Il y a beaucoup de départs de cadres, ce qui fait que Saint-Etienne est perdu depuis quelques matchs et n'arrive plus à trouver les solutions qu'il faut pour déjà bien jouer et ensuite gagner les matchs. Julien, sur la forme du moment? Moi, j'ai pas vu le match non plus, mais d'après ça, ce que tu as dit, hein, c'est Saint-Etienne, c'est commence comme un frelon et poursuit comme un bourdon, quoi. Je pense que c'est rassurant et c'est inquiétant à la fois parce qu'on connaît comment est Montpellier, hein, on va pas le faire à chaque fois. Mais Boudebouz, pour moi, ça sera un des joueurs à suivre parce que vraiment, il aura beaucoup à prouver. Ça m'étonnerait qu'il joue, Il n'est Julien. il n'est plus dans les Ouais, plans de ouais. Claude Puel. Hein, Il est en partance pour le Qatar, mais il est toujours dans le groupe, mais enfin Mm. dans l'effectif en tout cas. Mais Ok, bon, bah, tant mieux. Bah, je suis content. Je vais pas vous le cacher, je suis content, moi. Ouais. Ça m'aurait vraiment énervé un ex qui marque. On en discutait hors antenne. Souvent, il y a qu'un seul but en plus de ça, hein, entre les matchs contre Saint-Etienne et Montpellier. Donc bon, j'apprends un peu. Moi, je sens le bon gros 0-0. Donc, on fera ça dans la Julien, partie. le Julien, il nous fait pronostic, c'est en toujours son fin pronostic en fait. d'émission. Mais ouais, mais j'arrive pas à aborder une partie sans parler du match parce Non, que bon, tu attends, je fais, vais faire ça. tu réponds à la question sur Saint-Etienne. Le pronostic, on verra à la fin. La question sur Saint-Etienne, du coup, c'est est-ce qu'ils sont bons niveau? Non, qu'est-ce que tu retiens des derniers matchs de Saint-Etienne, la forme du moment, une équipe qui reste Ouais. sur 4 défaites d'affilée, qui n'a pas gagné
sur les 5 derniers matchs, qui pourtant avaient bien débuté la saison avec 3 victoires sur les 3 premiers matchs. Je retiens une équipe en panne de créativité. Ils n'ont pas de créativité et même dans les buts qu'ils encaissent, c'est pas des buts sur des fautes. Enfin, ça rebondit de partout. C'est des coups de billard ou c'est des fautes de concentration avec Denis Bouanga, comme tu le disais, qui s'écarte du mur. Donc peut-être qu'il y a les mêmes soucis qu'à Montpellier. Ça montre bien que c'est rassurant. Chaque équipe peut avoir des phases d'errance comme ça, même si les coachs sont bons, même si les joueurs sont bons, parce que quand même Saint-Etienne, c'est un club qui a une histoire, n'en demeure leur niveau actuel. Et ben, c'est là-dessus où peut-être le confinement, enfin, le Covid et l'absence du public ont des répercussions qu'on n'avait pas pu anticiper. Mais je pense que ben, c'est l'occasion pour une des deux équipes, même si c'est certain, de montrer qu'elle est plus forte que ça et on verra comment elles vont pouvoir se relancer. Bien, très bien. Ben, n'hésitez pas, vous qui êtes sur le chat YouTube, ici ou en bas, à réagir. Bien sûr, on lira vos commentaires. On va passer sur le mercato stéphanois. Citer les principales arrivées d'abord avec Panagiotis, je ne sais pas si je prononce bien, Red Sauce, le grec qui arrive en prêt en provenance du Bayer Leverkusen. Adil Aouchiche, on va en parler, arrivé gratuitement du Paris Saint-Germain. Ivan Neyou arrive en prêt de la Benfica. Timothée Kolodziejczak arrivé pour 4 millions et demi des Tigres de Monterrey. Du côté des départs, Lucas en a parlé. Wesley Fofana parti à Leicester pour 35 millions d'euros. Du côté de départ, alors oui, il y a Johnny qui est parti Il y a, gratuitement. Ivan Villa qui est parti. Bon, enfin bref, ça c'est pour les départs. Il n'y en a pas eu énormément du côté de la Saint-Etienne, mais c'est surtout Wesley Fofana. Saint-Etienne qui s'appuie, alors on l'a vu notamment lors du dernier match face à Reims, sur le centre de formation et sur des jeunes comme Aouchiche. Alors pour regarder dans le 11 de départ stéphanois lors du dernier match contre Metz, sur les 4 défenseurs alignés, 3 viennent du centre de formation et mènent Mouefek, Seydou Sow et Alpha Sissoko, pour ne citer que. Et bien sûr, dans les remplaçants, c'est toujours la même chose avec des jeunes. Que pensez-vous, messieurs, de cette stratégie du club de s'appuyer sur des jeunes du centre de formation? On a vu que ça n'a pas toujours payé, notamment lors de ce match contre Reims. C'est une défense qui a manqué d'expérience, Julien. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie? Comme tu l'as dit, c'est une stratégie. Pour moi, le développement du centre de formation, c'est un développement interne, c'est une stratégie au long terme. Elle est très fructueuse, c'est ce qui a fait que Montpellier était champion, hein, si je peux me permettre. Avec, pareil, je crois qu'on avait 7 joueurs du 11 qui étaient formés au centre. 5 ou, si ce n'est pas 7, c'est 5 ou 6. Donc c'est bien, mais ça demande beaucoup de temps avant de se mettre en place, ce qui explique peut-être la corrélation avec les résultats actuels. Quand ça va, mais quand ça ne va pas du tout. Et ensuite, ça passe par des ajustements, des tests, et c'est peut-être ce qui manque actuellement à Montpellier. Montpellier, on le faisait beaucoup avant. Peut-être qu'on devrait retourner vers un système où on fait un peu plus confiance aux jeunes qu'on a dans la réserve qui demandent peut-être à jouer. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse et peut-être que Derzac l'aura. Lucas, si tu as un avis. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas une stratégie, Dorian, hein. Et Julien, c'est que Saint-Etienne n'a pas les moyens pour acheter des joueurs, tout simplement. Il est là le problème. Oui, non, mais faut pas oublier que Saint-Etienne, avec Gasset, il y a 2 ans à peu près, ils se sauvent en achetant en prenant en prêt des joueurs comme Debuchy, comme Mvila, comme Ntep pour se relancer, qui ne s'est pas relancé d'ailleurs. Saint-Etienne avait un salary cap de 40 000 euros, il me semble, à ne pas dépasser. Ils l'ont dépassé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de limite pour les salaires, parce que pour ces joueurs, il fallait les payer. Et maintenant, je pense qu'ils en payent les conséquences. Déjà, il n'y a plus de qualification en européenne depuis quelques années. Et le budget transfert et salaire n'est plus le même. Donc forcément que Saint-Etienne va plus s'appuyer sur les jeunes, puisqu'ils n'ont pas les moyens de faire des recrues dignes de ce nom pour se qualifier dans des coupes européennes. Et je pense que ce n'est pas une stratégie du tout. Si je peux me permettre, Lucas, il y a quand même des joueurs comme Ruffier, comme Poudebouze qui ont été volontairement écartés par Claude Puel. Ça a laissé donc plus de place aux jeunes. Si je regarde ce qui s'est passé contre Metz, sur les 5 remplacements effectués par Claude Puel, 4 sont des joueurs qui ont 19 ans ou moins. Il y a parmi donc tout ça donc
un joueur de 17 ans, 2 joueurs de 18 et un joueur de 19. Tu rajoutes à ça l'entrée de Wabi Kazri, au milieu de tout ça, qui se retrouve sur le banc. Il y a Adil Aouchiche qui a été recruté, qui a également moins de 20 ans, 18 ans pour être précis. On a quand même un effectif qui est très jeune du côté de Saint-Etienne. On Oui, non, voit mais que. ça change pas mes propos. Ruffier, après, c'est pas un problème de jeune ou pas jeune. C'est que parce que derrière, il y a comment il s'appelle, il y a Moulin, et tu vas pas me dire qu'il est jeune. C'est que Ruffier, il y a un problème avec lui, donc il écarte Boudebouz. Il a pas fait une bonne saison dernière aussi à l'image de Saint-Etienne. Peut-être que aussi Boudebouz a envie de partir. Il est en partance vers le Qatar, donc après, il reste des jeunes à faire jouer parce que Saint-Etienne n'a pas recruté. Après, sur le banc, il reste Stéphane Bajic, qui est un jeune Kazri, espoir stéphanois. Kazri, Au niveau du gardien de but, oui, Julien. Kazri, moi, il me fait très peur, hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Saint-Etienne, Kazri. Ouais, mais là, il fait Mais 110 il ne kilos, joue plus. Kazri. Je pense que ça fait. Ouais, ouais. Il ne joue Mais plus, oui. Il y a un renouvellement d'effectifs qui se fait du côté voilà, de Saint-Etienne. c'est Il une y a énergie malgré qui ça. est très Claude Puel. Pour moi, c'est Pardon? une énergie. Ben, pour reprendre la phrase que tu viens de dire, là, pour moi, c'est une énergie au-delà d'une stratégie. C'est pas une stratégie, c'est une énergie que Claude Puel veut insuffler avec tous ces changements, avec des jeunes, pour montrer que les vieux, que ce soit Ruffier ou quoi, ben, ça doit sortir. Donc, comme le disait aussi Lucas, Jesse Moulin, il n'est pas jeune, hein, mais en faisant rentrer des jeunes, il veut peut-être marquer les consciences en disant voilà, maintenant Perrin il est parti, maintenant c'est eux qui vont faire le truc. Et c'est peut-être une occasion sur laquelle nous on doit se jeter parce que on a des joueurs qui sont plus expérimentés et c'est là-dessus il faudra être intelligent. Alors pour terminer avec tout ça, donc oui, effectivement, donc il y a une défense très jeune qui a été alignée contre Metz. N'oublions pas que Debuchy et Kolo Djidjiak étaient manquants sur la feuille de match. Toujours est-il que stratégiquement ou non, il y a énormément de jeunes qui sont alignés ces derniers temps par Claude Puel et que c'est des joueurs qui sont certes jeunes, qui ont du panache, mais manquent aussi d'expérience dans le haut niveau et c'est exactement ces largesses-là qu'ont exploité les Messins la semaine dernière et ça sera donc à nous de faire le travail pour exploiter ces mêmes problèmes. Le joueur à suivre par Lucas, et on en parlait tout à l'heure lorsqu'on faisait le mercato de Saint-Etienne, c'est un joueur qui nous vient du rayon des arrivées et qui a déjà, Lucas, fait ses preuves lors des premiers matchs de championnat. Oui, il s'agit de Adil Aouchiche, 18 ans, donc tout fraîchement arrivé, 1m80, il est milieu offensif, français et international espoir français. Son profil, c'est un joueur qui est disponible pour ses coéquipiers, bon dribbleur, bon passeur, il sait également marquer, il a une excellente vision du jeu. Son parcours en junior et professionnel. Junior, il est passé au Mitry Mouri Football, ensuite au Tremblay Football Club et au Paris Saint-Germain, donc où Saint-Etienne l'a recruté donc en 2020. Saint-Etienne, deux buts cette saison déjà en 8 matchs. Donc, comme l'a dit Dorian, il a su direct s'imposer et prendre ses marques du côté de Saint-Etienne. En sélection, France, moins de 16 ans en 2018, 10 matchs et un but inscrit. 2018-2019, France, moins de 17 ans. Là, il a quand même explosé avec 16 buts en 25 matchs. Ensuite, l'équipe de France moins de 18 ans, où il fait encore partie de la catégorie depuis 2019. Il en est actuellement à 2 buts en 12 matchs, pardon. Son dernier match face au FC Metz, donc à l'image de son équipe, bon en début de saison et en difficulté ces derniers matchs comme le match de Saint-Etienne face à Metz dont on a évoqué. 63 minutes disputées, il est ensuite sorti. Seulement 32 ballons touchés, 14 pertes de balles à mettre à son actif, trop imprécis sur les transmissions avec 61% seulement de passes réussies. Il n'a pas réussi à se procurer de situations intéressantes pour son équipe. On peut dire le reflet d'une animation éteinte du côté de Saint-Etienne depuis 4 matchs, même si ces quelques mots ne sont pas flatteurs à son égard. On sait que c'est un joueur qui saura se montrer très dangereux à n'importe quelle situation et à partir de demain face à Montpellier. Julien, un mot, une réaction concernant Aouchiche? Bah, comme a dit Lucas, je pense que c'est un joueur qui est assez percutant, qui est assez rapide. Il y a des profils de joueurs comme ça qui sont un peu remuants, même s'il n'a pas su le mettre en évidence lors de la défaite contre Metz.
c'est un joueur qui provoque pour moi. Et c'est là où je suis peut-être pas content, mais on va dire que j'arrive à relativiser sur l'absence de joueurs comme Souquet, des joueurs comme ça qui ont tendance à se jeter, lui qui a provoqué la faute contre Monaco. C'est des joueurs qui voilà, poussent à la faute en fait, et qui peuvent, voilà, en espoir, il s'est aussi montré. Je connais son nom, je l'ai déjà entendu et c'est le genre de personnes voilà, qui peuvent déstabiliser. Il faut des joueurs un peu d'expérience. Je ne sais pas s'il y aura Pedro Mendes d'ailleurs, ça n'a peut-être pas de rapport dans le topic, mais Si. on va dire que. Mais Auchiche, bah, je m'en méfie comme le lait sur le feu, hein, vu que Kazri ne jouera sûrement pas et qu'il semble avoir pris du volume. Et Mais il j'espère. faut se méfier de tous les joueurs à suivre, de toute façon. Ah, bah, bien sûr. Je me doute que si Lucas l'a choisi, c'est pas par hasard. Voilà. Évidemment. Et je préciserai que vous pouvez retrouver la rubrique par écrit Ouais. demain à 11h sur le site Esprit Payade. Évidemment, ça c'est comme chaque jour de match. Allez, on vient justement plus en détail sur ce match, à l'approche de ce match à Saint-Étienne demain. Et après les derniers mauvais résultats de l'équipe combinés au manque de solutions tactiques. On en parle depuis quelques semaines dans cette émission du changement de système. On a eu un article qu'on vous invite à lire sur le site espritpayette.com sur le 3-5-2 de la fin d'une ère. Et justement, est-ce que c'est la fin d'une ère? Der Zakarian doit-il oublier le 3-5-2? Julien, je te donne la parole, toi qui étais assez Ouais. calé sur ce sujet-là. Sur ce sujet, ben, je te dirais que non. Pour moi, n'en déplaise l'article qu'on a fait, il faut certainement pas arrêter le 5-3-2 parce que c'est l'essence de Der Zakarian. Der Zakarian, c'est le 5-3-2. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ça. C'est comme l'Italie. Hein. L'Italie, ils ont toujours joué comme ça. Tu bétonnes derrière. Je peux prendre la comparaison. Guardiola, lui, il a un 3-7-0. C'est sa pédagogie. C'est un football sans attaquant. Donc, nous, c'est pas un football sans attaquant. C'est un football avec beaucoup de défenseurs. Je pense que si Derzak change ça, on va être dans un à peu près et qu'on sera dans de l'aléatoire. Pour moi, il ne faut pas le changer. Après, il faut changer des joueurs de ce 5-3-2, ça c'est sûr et certain. Quand on a des pistons, les pistons, c'est ceux qui doivent le plus courir dans le 5-3-2. S'ils ne courent pas, s'ils ne sont pas rapides, si même pour ceux qui jouent à FIFA, quand tu as des joueurs sur les côtés qui ne sont pas rapides, tu es cuit, c'est fini. Donc, tu me dis un 5-3-2 avec Souquet ou Yongo, ça va m'inquiéter. Tu me dis un 5-3-2 où tu vas tenter des combinaisons avec Ristic, des joueurs qui se sont montrés un peu en jambes, à ce poste-là. Même quelqu'un qui, d'ordinaire, je ne soutiens pas trop, mais qui cavale Junior Sambia, je l'ai déjà vu faire des bonnes choses dans un 5-3-2. Là, je te dis oui. Après, c'est un gros travail, donc il faut savoir l'adapter. Et forcément, que si l'équipe en face s'est adaptée pour contrer le 5-3-2, donc qu'elle a des joueurs rapides sur les côtés, il ne faut pas rester en 5-3-2. Il faut changer parce que avec un seul piston, donc pour ceux qui ne comprennent pas le mot piston, c'est un seul gars sur les côtés qui fait à la fois latéral et à la fois milieu. C'est pas possible puisqu'il y a surnombre. Eux, ils ont un défenseur plus un milieu, 2 versus 1. On peut combiner, passer par les côtés et c'est fini. Voilà. Toujours pareil, le chat YouTube invité à réagir sur la question. Alors, pardon? Non, je disais, n'hésitez pas à répondre si je dis des choses qui. Évidemment, on est là pour ça. Voilà. On est là pour ça, évidemment. Alors, tu parlais des pistons, c'est vrai qu'il faut avoir la rapidité, mais il faut avoir aussi l'endurance pour tenir sur la totalité de la rencontre. Là où je posais la question, Lucas, c'est que Montpellier joue comme ça depuis 3 ans. J'ai donné la statistique sur le site. On joue comme ça depuis le 27 septembre 2017, qui a été instauré face à Paris lors d'un match nul 0-0. Depuis, Der Zakarian ne l'a plus lâché, mais toutes les équipes en Ligue 1 savent exactement comment Montpellier va évoluer. Montpellier est devenu peut-être l'équipe de Ligue 1 la plus prévisible et Der Zakarian ne semble pas avoir de plan B. Est-ce que c'est peut-être ça le réel problème dans cette question, Lucas? Moi, oui, je pense qu'on n'a pas de plan B et je vais revenir sur ce que j'ai beaucoup dit entre nous en aparté. C'est que moi, j'aimerais bien qu'on change, qu'on passe à 4 défenseurs, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a Hilton qui ne, semble-t-il, et logiquement ne peut pas jouer avec que 2 défenseurs centraux. Il y a Congré qui, lui, sans Hilton, semble perdu. Oui. Derrière, on a Mendes qui peut tenir peut-être la route avec 2 défenseurs, mais sinon, Mendes, Hilton, ça peut pas marcher. Mendes, Congré, ça peut pas marcher. Hilton, Congré, bref, toutes les versions, pour moi, ne peuvent pas marcher avec 2 défenseurs. En tout cas, tant qu'il y aura Hilton. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu recruter un défenseur central expérimenté ou d'expérience.
Donc, bref, à 5, tant qu'il y aura Hilton, tant qu'on sera avec Congré, on ne pourra pas passer à 4. Pour moi, on ne pourra pas. Je finis, Dorian. Côté latéraux, c'est vrai qu'on n'a pas de joueurs qui savent faire les efforts défensifs et offensifs à l'image de Souquet. Il apporte beaucoup offensivement, mais on a beaucoup critiqué son côté défensif. Ristic, Oyango, Ristic est très bon, hein, mais c'est vrai que c'est pas les latéraux qu'on avait avec Mukiele, avec Aguilar, qui allaient vite, avec Roussillon qui allait vite et qui faisait les efforts défensifs et offensifs et qui cavalait de partout. Donc c'est peut-être là que pêche aussi le 3-5-2 ou le 3-5-2, vous l'appellerez comme vous voulez, et que peut-être que c'est la fin d'une ère parce qu'on n'a plus les joueurs qui sont capables d'évoluer dans ce dispositif. Alors, dommage que tu ne te sois pas arrêté sur Hilton dans ton propos parce que la passe D était magnifique pour la question que j'allais te poser. Maintenant qu'Hilton est suspendu pendant 2 matchs, tu me parlais de ses problèmes d'association avec Hilton. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment, enfin, pour tester une défense à 4 vu qu'Hilton manquera les 2 matchs suivants? Tester, oui, mais après, il faut intégrer un mec qui a la vitesse que n'a pas Hilton pour évoluer en défense centrale à 2. Et qui sait qui aurait cette vitesse? Ce serait peut-être Koza, pourquoi pas, mais après, Ouais, on l'a aussi beaucoup Mendes, Mendes, critiqué c'est pas lent non plus. Ouais, on l'a beaucoup critiqué sur ces derniers matchs. Donc pourquoi pas? Ouais, Mendes. Moi, je mettrais Mendes, peut-être Koza, mais Mendes, Congré, Koza, tu peux pas écarter Congré comme ça. Et est-ce que Congré aussi est capable d'évoluer dans une défense à 4? Je ne sais pas, mais moi, j'ai envie de tester une défense à 4. Julien, dernier mot? Ben, se proposer comme ça, je suis d'accord avec Lucas. Peut-être même de commencer comme ça pour justement changer la prévision que les équipes ont de nous, qui se disent OK, ils ont changé, et qu'on retourne vers un autre système si jamais on voit que le match tourne, mais qu'au moins on ait une conception différente. Kodza, pour moi, ça peut le faire avec Pedro, parce que Kodza, c'est un jeune et Pedro a un peu d'expérience. Ensuite, il y a quand même le problème des pistons, hein, enfin, pas des pistons, là, c'est des latéraux du coup. Mais qui sont les latéraux dans un système à 4? Ça va être un beau casse-tête, mais comme tu as dit, hein, l'absence d'Hilton, elle nous oblige dans tous les cas à trouver un plan B et pourquoi pas même trouver un plan C sur le long terme, quoi. Eh beh, justement, on aura la réponse très vite et c'est l'occasion sur cette série de 2 matchs à l'extérieur, on le rappelle. Montpellier va se déplacer 2 fois consécutivement, la première fois demain à Saint-Étienne et le week-end qui suit, à Bordeaux pour cette 10e journée de championnat. Avec une équipe de Montpellier qui est dos au mur, qui n'a pas gagné depuis 4 matchs en Ligue 1, un peu sur la même série que Saint-Étienne, dans des moindres mesures. La question elle est un peu, mi-optimiste, mi-pessimiste. Est-ce que c'est l'occasion pour se relever? Ou ça peut être au contraire l'occasion pour plonger avec, toutes les difficultés qu'on connaît pour Montpellier à l'extérieur, Julien? Bah, tu me connais, moi, hein, j'aime pas porter l'œil, donc à mon goût, je préfère être très pessimiste que optimiste. Pour moi, Saint-Étienne et Bordeaux, on marque pas plus d'un but sur les 2 matchs. C'est-à-dire que 2 matchs confondus, Bordeaux plus Saint-Étienne, on marque un but au max. Parce que pour moi, là, on est au bout du bout. On est à l'extérieur, donc sans nos forces. On a plein d'absents. On a notre créateur de jeu qui n'est pas là, Savanier. Mon seul espoir, c'est Stéphie Mavididi. Tous mes espoirs sont autour de lui. Ça va être très compliqué. L'avantage, si c'est un avantage, c'est qu'on joue contre surtout Saint-Etienne, on joue contre des équipes fragiles. Mais à mon avis, les prochaines semaines vont être vraiment, vraiment dures. Vraiment. Là, les 2 prochains matchs seront cruciaux. Alors je vais donner une petite stat à la volée. On en parlait avec Julien avant le début de l'émission. Les 6 derniers matchs, enfin depuis que Michel Derzakarian est arrivé sur le banc de Montpellier, tous les matchs de Montpellier-Saint-Étienne ou Saint-Étienne-Montpellier se sont terminés avec au maximum un but dans le match. Et les 3 derniers déplacements à Saint-Étienne se sont soldés par 2 victoires et un match nul, ce qui reste assez rassurant, tout de même, Lucas. 2 matchs cruciaux à venir, soit pour se relever, soit pour plonger. Ouais, déjà, je viens sur ce que tu disais, qu'en ce moment, on est peut-être, on était la bête noire. Enfin, Saint-Etienne était notre bête noire, mais ça l'est plus depuis quelques saisons. Mmh. Et pour le match, ouais, c'est carrément sombrer ou se relever parce que déjà, il va falloir, si on gagne pas, il va falloir la manière. Même si on perd ou si on fait match nul, il faut
qu'on se donne à 100% et qu'on montre ce qu'on n'a pas montré contre Reims tout simplement, et qu'on montre qu'on a envie d'aller chercher des points, de gagner des matchs, quitte à ne pas gagner, mais au moins aller chercher, faire les efforts, quitte à se prendre des contres ou quoi, mais il va falloir se donner à 100% et devant aller chercher des buts. Si on fait un match nul, d'accord, mais il va falloir dans tous les cas, il va falloir se donner à 100%. Et moi, j'ai envie de faire une petite remarque, une petite allusion au match Montpellier-Saint-Etienne de l'année dernière où on gagne 1-0. C'était un match dégueulasse de notre part. On À était à 10 en 10. plus, oui. On était à 10, mais on est allé chercher avec le mental et le groupe soudé qu'on était, on est allé chercher ces 3 points. Et c'est là que j'ai envie de m'appuyer, c'est sur cette force de caractère qu'il va falloir avoir demain contre Saint-Etienne, quitte à ne pas gagner, comme je l'ai dit, mais il va falloir s'employer. Comme le DJ Savanier, il faut mourir sur le terrain. Et on en aura justement bien besoin de cette cohésion d'équipe et de ce mental d'acier dont on a fait preuve la saison dernière pour ce match. N'oubliez pas, votre avis nous intéresse à droite ou en bas. Le chat YouTube est toujours là pour vous exprimer. Donnez votre avis, messieurs. Justement, on parle du chat YouTube. N'hésitez pas pour la séquence qui vient, le pronostic pour ce match entre Montpellier et Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Montpellier plutôt, parce que le match se déroulera au stade Geoffroy Guichard, comme vous en avez l'habitude lors de chaque rencontre. Il me faut un score et les buteurs si possible. Lucas, je te donne la parole. En étant optimiste, parce que c'est compliqué de l'être en ce moment, je vais dire 1-0 pour Montpellier avec un but de Florent Mollet. Allez, Julien, tu me fais un bon pronostic, s'il te plaît. Moi, je vais arriver avec mon statut de hibou. Vous avez déjà expliqué. Mais je te dis 1-0 pour Saint-Etienne. Ok. Non, en fait c'est très bien parce que lors de l'émission précédente, tu t'es essayé à dire ouais, je vais pronostiquer une victoire de Montpellier. On voit tout ce que ça a donné. Non, au final, je t'avais dit, j'allais dire victoire de Montpellier, mais j'avais dit, je pense 0-0 ou 1-0 pour Reims, je crois. Et au final, on s'est fait exploser. Du coup, je vais revenir là-dessus. Je ne porte pas l'œil. 1-0 pour Saint-Etienne et je pense que je maintiens pareil. Ça sera sur un corner, un vieux but de la tête, ça tape partout. 1-0. Moi, je ne vais pas ravir les fans de football. Je vais donner un pronostic qui a un lien avec les derniers Saint-Etienne-Montpellier. C'est arrivé ces dernières saisons. Merci Julien, 0-0. Au moins, je ne me fais pas chier Au sur les moins, on a fait buteurs. toute la palette. Et Dorian, tu as oublié la nouvelle rubrique. Maintenant, on pronostique les cartons rouges. Alors, allez-y, c'est parti. Allez, Combien de. Non, ouais, bon, on espère Pedro, évidemment que Pedro, Montpellier. t'as un 10 pour rouge. Pardon? Pedro Mendes, quoi, t'as un 10 pour un rouge. Ah, possible, ouais. On verra ça. On espère quand même que Montpellier terminera la rencontre à 11, ce qui n'est pas arrivé depuis 1970. Bon, messieurs, on conclut cette émission. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission ce soir. Et malgré ce confinement, on est toujours là pour parler du MHSC, messieurs. Ça fait plaisir. Et oui, le gouvernement ne nous l'a pas interdit encore. Hein. Et oui, donc on sera toujours là comme chaque veille de match. Et merci à vous qui étiez sur le chat YouTube. On espère que ça vous aura fait un petit moment de joie dans cette période bien sombre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On se retrouvera vendredi prochain, l'avant-match entre Bordeaux et Montpellier. D'ici là, portez-vous bien et bon match pour nos amis supporters. À très vite. Pardon. Ciao. Très vite. Merci, ciao. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.